Les souffrances du jeune Werther. Die Leiden des jungen Werthers. Leipzig, 1774. 16 juin. Pourquoi je ne t'écris pas ? Tu peux me demander cela, toi qui es si savant. Tu devais deviner que je me trouve bien et même, bref, j'ai fait une connaissance qui touche de plus près à mon cœur. Je n'en sais rien. Te raconter par ordre comment il s'est fait que j'ai appris à connaître une des plus aimables créatures, cela serait difficile. Je suis content et heureux, par conséquent mauvais historien. Un ange. Chacun en dit autant de la sienne, n'est-ce pas ? Et pourtant, je ne suis pas en état de t'expliquer combien elle est parfaite. Pourquoi elle est parfaite ? Il suffit, elle a servi tout mon être. Tant d'ingénuité avec tant d'esprit, tant de bonté avec tant de force de caractère, et le repos de l'âme au milieu de la vie la plus active. Tout ce que je dis là d'elle n'est que du verbiage, de pitoyables abstractions qui ne rendent pas un seul de ses traits. J'y reviendrai. Non, c'est immédiatement, tout de suite que je vais te le raconter. Si je ne le fais pas à l'instant, cela ne se fera jamais. Car entre nous, depuis que j'ai commencé ma lettre, j'ai déjà été tenté 3 fois de jeter ma plume et de faire seller mon cheval pour sortir. Cependant, je m'étais promis ce matin que je ne sortirais point. À tout moment, je vais voir à la fenêtre si le soleil est encore bien haut. Je n'ai pu résister, il a fallu aller chez elle. Me voilà de retour. Mon ami, je ne me coucherai pas sans t'écrire. Je vais t'écrire tout en mangeant ma tartine de beurre. Quel délice pour mon âme que de la contempler au milieu du cercle de ses frères et sœurs, ces 8 enfants si vifs, si aimables. Et je continue sur ce ton. Tu ne seras guère plus instruit à la fin qu'au commencement. Écoute donc, je vais essayer d'entrer dans les détails. Je te racontais l'autre jour que j'avais fait la connaissance du bailli S et qu'il m'avait prié de l'aller voir bientôt dans son ermitage, ou plutôt dans son petit royaume. Je négligeais son invitation et je n'aurais peut-être jamais été lui rendre visite si le hasard ne m'eût découvert le trésor enfoui de cette tranquille retraite. Nos jeunes gens avaient arrangé un bal à la campagne. Je consentis à être de la partie. J'offris la main à une jeune personne de cette ville, douce, jolie, mais du reste assez insignifiante. Il fut réglé que je conduirais ma danseuse et sa cousine en voiture au lieu de la réunion et que nous prendrions en chemin Charlotte S. « Vous allez voir une bien jolie personne, me dit ma compagne quand nous traversâmes la longue forêt éclaircie qui conduit au pavillon de chasse. Prenez garde de devenir amoureux, ajouta la cousine. Pourquoi donc ? Elle est déjà promise à un galant homme que la mort de son père a obligé de s'absenter pour ses affaires et qui est allé solliciter un emploi important. J'appris ces détails avec assez d'indifférence. Le soleil allait bientôt se cacher derrière les collines quand notre voiture s'arrêta devant la porte de la cour. L'air était lourd. Les dames témoignèrent de leur crainte d'un orage que semblaient annoncer les nuages grisâtres et sombres amoncelés sur nos têtes. Je dissipais leur inquiétude en affectant une grande connaissance du temps, quoique je commençasse moi-même à me douter que la fête serait troublée. J'avais mis pied à terre. Une servante qui parut à la porte nous pria d'attendre un instant mademoiselle Charlotte qui allait descendre. Je traversai la cour pour m'approcher de cette jolie maison. Je montai l'escalier et, en entrant dans la première chambre, j'eus le plus ravissant spectacle que j'aie eu de ma vie. 6 enfants,
de 2 ans jusqu'à 11, se pressait autour d'une jeune fille avenante, de taille moyenne, vêtue d'une simple robe blanche, avec des nœuds couleur de rose pâle au bras et sur la poitrine. Elle tenait un pain bis, dont elle distribuait des morceaux à chacun, en proportion de son âge et de son appétit. Elle donnait avec tant de douceur, et chacun disait merci avec tant de naïveté. Toutes les petites mains étaient en l'air, avant que le morceau fût coupé. À mesure qu'ils recevaient leur souper, les uns s'en allaient en gambadant. Les autres, plus posés, se rendaient à la porte de la cour pour voir les belles dames et la voiture qui devaient emmener leur chère Charlotte. « Je vous demande pardon, me dit-elle, de vous avoir donné la peine de monter, et je suis fâchée de faire attendre ces dames. Ma toilette et les petits soins du ménage pour le temps de mon absence m'ont fait oublier de donner à goûter aux enfants, et ils ne veulent pas que d'autres que moi leur coupent du pain. » Je lui fis un compliment insignifiant, et mon âme tout entière s'attachait à sa figure, à sa voix, à son maintien. J'eus à peine le temps de me remettre de ma surprise qu'elle courut dans une chambre voisine prendre ses gants et son éventail. Les enfants me regardaient à quelque distance et de côté. J'avançai vers le plus jeune, qui avait une physionomie très heureuse. Il reculait, effarouché, quand Charlotte entra et lui dit « Louis, donne la main à ton cousin. » Il me la donna d'un air rassuré, et malgré son petit nez morveux, je ne pus m'empêcher de l'embrasser de bien bon cœur. « Cousin, dis-je ensuite en présentant la main à Charlotte, croyez-vous que je sois digne du bonheur de vous être allié ? » « Oh, reprit-elle avec un sourire malin, notre parenté est si étendue, j'ai tant de cousins qu'il serait bien fâcheux que vous fussiez le plus mauvais d'entre eux. » En partant, elle chargea Sophie, l'aînée après elle et âgée de 11 ans, d'avoir l'œil sur les enfants et d'embrasser le papa quand il reviendrait de sa promenade. Elle dit au petit « Vous obéirez à votre sœur Sophie comme à moi-même. » Quelques-uns le promirent, mais une petite blondine de 6 ans dit d'un air astucieux « Ce ne sera cependant pas toi, Charlotte, et c'est toi que nous préférons. » Les 2 aînés des garçons étaient grimpés derrière la voiture. À ma prière, elle leur permit d'y rester jusqu'à l'entrée du bois, pourvu qu'ils promissent de ne pas se chamailler et de se bien tenir. On se place. Les dames avaient eu à peine le temps de se faire les compliments d'usage, de se communiquer leurs remarques sur leur toilette, particulièrement sur les chapeaux, et de passer en revue la société qu'on s'attendait à trouver, lorsque Charlotte ordonna au cocher d'arrêter, et fit descendre ses frères. Ils la prièrent de leur donner, encore une fois, sa main à baiser. L'aîné y mit toute la tendresse d'un jeune homme de 15 ans, le second beaucoup d'étourderie et de vivacité. Elle les chargea de 1000 caresses pour les petits, et nous continuâmes notre route. « Avez-vous achevé, dit la cousine, le livre que je vous ai envoyé ? » ?»« Non, répondit Charlotte, il ne me plaît pas. Vous pouvez le reprendre. Le précédent ne valait pas mieux. » Je fus curieux de savoir quels étaient ces livres. À ma grande surprise, j'appris que c'étaient les œuvres de... Je trouvais une telle indépendance de caractère dans tout ce qu'elle disait, je découvrais à chaque mot de nouveaux charmes, de nouveaux rayons d'esprit dans ses traits que semblait épanouir la joie de sentir que je la comprenais. « Quand j'étais plus jeune, dit-elle, je n'aimais rien tant que les romans. Dieu sait quel plaisir c'était pour moi de me retirer le dimanche dans un coin solitaire pour partager de toute mon âme les heurts et malheurs d'une Miss Jenny. Je ne nie même pas que ce genre n'ait encore pour moi quelque charme, mais puisque j'ai si rarement aujourd'hui le temps de prendre un livre, il faut du moins que celui que je lis soit entièrement de mon goût.
L'auteur que je préfère est celui qui me fait retrouver le monde où je vis, et qui peint ce qui m'entoure. Celui dont les récits intéressent mon cœur et me charment autant que ma vie domestique, qui, sans être un paradis, est cependant pour moi la source d'un bonheur inexprimable. Je m'efforçais de cacher l'émotion que me donnaient ces paroles. Je n'y réussis pas longtemps. Lorsque je l'entendis parler avec la plus touchante vérité du Vicaire de Wakefield et de quelques autres livres, je fus transporté hors de moi et me mis à lui dire tout ce que je devais dire. Ce fut seulement quand Charlotte adressa la parole à nos deux compagnes que je m'aperçus qu'elles étaient là, les yeux ouverts, comme si elles avaient été absentes. La cousine me regarda plus d'une fois d'un air moqueur dont je m'embarrassais fort peu. La conversation tomba sur le plaisir de la danse. « Que cette passion soit un défaut ou non, dit Charlotte, je vous avouerai franchement que je ne connais rien au-dessus de la danse. Quand j'ai quelque chose qui me tourmente, je n'ai qu'à jouer une contredanse sur mon clavecin désaccordé, et tout est dissipé. » Comme je dévorais ses yeux noirs pendant cet entretien, comme mon âme était attirée sur ses lèvres si vermeilles, sur ses joues si fraîches, comme, perdu dans le sens de ses discours et dans l'émotion qu'il me causait, souvent je n'entendais pas les mots qu'elle employait. Tu le devines, toi qui me connais. Bref, quand nous arrivâmes devant la maison du rendez-vous, je descendis de voiture comme un homme qui rêve, et tellement enseveli dans le monde des rêveries qu'à peine je remarquais la musique, dont l'harmonie venait au-devant de nous du fond de la salle illuminée. Monsieur Audran et un certain N.N., comment retenir tous ces noms, qui étaient les danseurs de la cousine et de Charlotte, nous reçurent à la portière, s'emparèrent de leurs dames, et je montai avec la mienne. Nous dansâmes d'abord plusieurs menuets. J'invitais toutes les dames tour à tour, et les plus maussades étaient justement celles qui ne pouvaient se déterminer à donner la main pour en finir. Charlotte et son danseur commencèrent une anglaise, et combien je fus charmé quand vint son tour à faire une figure avec nous, je te le laisse imaginer. Il faut la voir danser, elle y est de tout son cœur, de toute son âme, tout en elle est harmonie. Elle est si peu gênée, si libre, qu'elle semble ne sentir rien au monde, ne penser à rien qu'à la danse. Et sans doute en ce moment, rien d'autre n'existe plus pour elle. Je l'invitai pour la seconde contredanse. Elle accepta pour la troisième et m'assura avec la plus aimable franchise qu'elle dansait très volontiers les Allemandes. « C'est ici la mode, continua-t-elle, que pour les Allemandes, chacun conserve la danseuse qui l'amène. Mais mon cavalier valse mal, et il me saura gré de l'en dispenser. Votre dame n'y est pas exercée. Elle ne s'en soucie pas non plus. J'ai remarqué dans les Anglaises que vous valsiez bien. Si donc vous désirez que nous valsions ensemble, allez me demander à mon cavalier, et je vais en parler de mon côté à votre dame. » J'acceptai la proposition. Et il fut bientôt arrangé que, pendant notre valse, le cavalier de Charlotte tiendrait compagnie à ma danseuse. On commença l'allemande. Nous nous amusâmes d'abord à 1000 passes de bras. Quelle grâce, que de souplesse dans tous ces mouvements. Quand on en vint aux valses, et que nous roulâmes les uns autour des autres comme les sphères célestes, il y eut d'abord quelque confusion, peu de danseurs étant au fait. Nous fûmes assez prudents pour attendre qu'ils eussent jeté leur feu, et les plus gauches, ayant renoncé à la partie, nous nous emparâmes du parquet, et reprîmes avec une nouvelle ardeur, accompagnés par Audran et sa danseuse. Jamais je ne me sentis si agile. Je n'étais plus un homme. Tenir dans ses bras la plus charmante des créatures, voler avec elle comme l'orage,
voir tout passer, tout s'évanouir autour de soi, sentir. Vilaine, pour être sincère, je fis alors le serment qu'une femme que j'aimerais, sur laquelle j'aurais des prétentions, ne valserait jamais qu'avec moi, dussé-je périr. Tu me comprends. Nous fîmes quelques tours de salle en marchant pour reprendre haleine. Après quoi, elle s'assit. J'allais lui chercher des oranges que j'avais mises en réserve. C'étaient les seuls qui fussent restés. Ce rafraîchissement lui fit grand plaisir. Mais à chaque quartier qu'elle offrait, par courtoisie à une voisine indiscrète, je sentais mon cœur transpercé. À la 3e contredanse anglaise, nous étions le second couple. Comme nous descendions la colonne, et que, ravi, je dansais avec elle, enchaîné à son bras et à ses yeux, où brillait le plaisir le plus pur et le plus innocent, nous vînmes faire une figure avec une femme qui n'était pas de la première jeunesse, mais qui m'avait frappé par son aimable physionomie. Elle regarda Charlotte en souriant, la menaça du doigt, et prononça 2 fois en passant le nom d'Albert d'un ton significatif. « Quel est cet Albert ?» dis-je à Charlotte, s'il n'y a point d'indiscrétion à le demander. Elle allait me répondre quand il fallut nous séparer pour faire la grande chaîne. En repassant devant elle, je crus remarquer une expression pensive sur son front. « Pourquoi vous le cacherais-je » m'a-t-elle dit en m'offrant la main pour la promenade. « Albert est un galant homme auquel je suis pour ainsi dire promise. » Ce n'était point une nouvelle pour moi puisque ces dames me l'avaient dit en chemin. Et pourtant, cette idée me frappa comme une chose inattendue lorsqu'il fallut appliquer à une personne que quelques instants avaient suffi à me rendre si chère. Je me troublai, je brouillais les figures, tout fut dérangé. Il fallut que Charlotte me menât, en me tirant de côté et d'autre. Elle eut besoin de toute sa présence d'esprit pour rétablir l'ordre. La danse n'était pas encore finie lorsque les éclairs qui brillaient depuis longtemps à l'horizon et que j'avais toujours donnés pour des éclairs de chaleur commencèrent à devenir beaucoup plus forts. Le bruit du tonnerre couvrit la musique. 3 femmes s'échappèrent des rangs, leurs cavaliers les suivirent. Le désordre devint général et l'orchestre se tut. Il est naturel lorsqu'un accident ou une terreur subite nous surprend au milieu d'un plaisir que l'impression en soit plus grande qu'en tout autre temps, soit à cause du contraste, soit parce que tous nos sens, étant vivement éveillés, sont plus susceptibles d'éprouver une émotion forte et rapide. C'est à cela que j'attribue les étranges grimaces que je vis faire à plusieurs femmes. La plus sensée alla se réfugier dans un coin, le dos tourné à la fenêtre, et se boucha les oreilles. Une autre, à genoux devant elle, cachait sa tête dans le sein de la première. Une 3e, qui s'était glissée entre les deux, embrassait sa petite sœur en versant des larmes. Quelques-unes voulaient retourner chez elles, d'autres, qui savaient encore moins ce qu'elles faisaient, n'avaient plus même assez de présence d'esprit pour réprimer l'audace de nos jeunes étourdis, qui semblaient fort occupés à intercepter, sur les lèvres de belles déplorées, les ardentes prières qu'elles adressaient au ciel. Une partie des hommes était descendue pour fumer tranquillement leurs pipes. Le reste de la société accepta la proposition de l'hôtesse, qui s'avisa fort à propos de nous indiquer une chambre où il y avait des volets et des rideaux. À peine fûmes-nous entrés que Charlotte se mit à former un cercle de toutes les chaises, et tout le monde s'étant assis à sa demande, elle proposa un jeu. À ce mot, je vis plusieurs de nos jeunes gens, dans l'espoir d'un doux gage, se rengorger d'avance et se donner un air aimable. « Nous allons jouer à compter, dit-elle. Faites attention, je vais tourner toujours de droite à gauche. Il faut que chacun nomme le nombre qui lui revient. Cela doit aller comme un feu roulant. Qui hésite ou se trompe reçoit un soufflet, et ainsi de suite jusqu'à 1000.
c'était charmant à voir. Elle tournait en rond, le bras tendu. 1, dit le premier, 2, le second, 3, le suivant, etc. Alors, elle alla plus vite, toujours plus vite. L'un manque, paf, un soufflet. Le voisin rit, manque aussi, paf, nouveau soufflet. Et elle d'augmenter toujours de vitesse. J'en reçus 2 pour ma part, et crus remarquer, avec un plaisir secret, qu'elle me les appliquait plus fort qu'à tout autre. Des éclats de rire et un vacarme universel mirent fin au jeu avant que l'on eût compté jusqu'à 1000. Alors, les connaissances intimes se rapprochèrent. L'orage était passé. Moi, je suivis Charlotte dans la salle. Les soufflets, me dit-elle en chemin, leur ont fait oublier l'orage et tout le reste. Je ne pus rien lui répondre. J'étais une des plus peureuses, continua-t-elle, mais en affectant du courage pour en donner aux autres, je suis vraiment devenue courageuse. Nous nous approchâmes de la fenêtre. Le tonnerre se faisait encore entendre dans le lointain. Une pluie bienfaisante tombait avec un doux bruit sur la terre. L'air était rafraîchi et nous apportait par bouffées les parfums qui s'exhalaient des plantes. Charlotte était appuyée sur son coude. Elle promena ses regards sur la campagne, elle les porta vers le ciel, elle les ramena sur moi, et je vis ses yeux remplis de larmes. Elle posa sa main sur la mienne et dit « Klopstock ». Je me rappelai aussitôt l'ode sublime qui occupait sa pensée, et je me sentis abîmé dans le torrent de sentiments qu'elle versait sur moi en cet instant. Je ne pus le supporter. Je me penchai sur sa main, que je baisai en la mouillant de larmes délicieuses, et de nouveau, je contemplais ses yeux. Divin Klopstock, que n'as-tu vu ton apothéose dans ce regard? Et moi, puissé-je n'entendre plus de ma vie prononcer ton nom si souvent profané. 19 juin. Je ne sais plus où dernièrement j'en suis resté de mon récit. Tout ce que je sais, c'est qu'il était 2 heures du matin quand je me couchais, et que si j'avais pu causer avec toi, au lieu d'écrire, je t'aurais peut-être tenu jusqu'au grand jour. Je ne t'ai pas conté ce qui s'est passé à notre retour du bal, mais le temps me manque aujourd'hui. C'était le plus beau lever de soleil. Il était charmant de traverser la forêt humide et les campagnes rafraîchies. Nos 2 voisines s'assoupirent. Elle me demanda si je ne voulais pas en faire autant. « De grâce, me dit-elle, ne vous gênez pas pour moi. » « Tant que je vois ses yeux ouverts, lui répondis-je, et je la regardais fixement, je ne puis fermer les miens. » Nous tîmes bon jusqu'à sa porte. Une servante vint doucement nous offrir, et sur ces questions, l'assura que son père et les enfants se portaient bien et dormaient encore. Je la quittai en lui demandant la permission de la revoir le jour même. Elle y consentit, et je l'ai revue. Depuis ce temps, soleil, lune, étoiles peuvent s'arranger à leur fantaisie. Je ne sais plus quand il est jour, quand il est nuit. L'univers autour de moi a disparu. « 21 juin. Je coule des jours aussi heureux que ceux que Dieu réserve à ses élus. Quoi qu'il m'advienne dorénavant, je ne pourrai pas dire que je n'ai pas connu les joies les plus pures de l'existence. Tu connais mon Valheim, j'y suis entièrement établi. De là,
Je n'ai qu'une demi-lieue jusqu'à Charlotte. Là, je me sens moi-même. Je jouis de toute la félicité qui a été donnée à l'homme. L'aurais-je pensé, quand je prenais ce Valheim pour but de mes promenades, qu'il était si près du ciel? Combien de fois dans mes longues courses, tantôt du haut de la montagne, tantôt de la plaine au-delà de la rivière, ai-je aperçu ce pavillon qui renferme aujourd'hui tous mes vœux. Cher Wilhelm, j'ai réfléchi sur toutes sortes de choses, sur le désir qui porte l'homme à s'étendre, à faire de nouvelles découvertes, à errer de ci de là, et aussi sur ce penchant intérieur à se restreindre volontairement, à se borner, à suivre l'ornière de l'habitude, sans plus s'inquiéter de ce qui est à droite et à gauche. C'est singulier, lorsque je vins ici et que de la colline je contemplais cette belle vallée, comme je me sentis attiré de toutes parts. Ici, le petit bois, ah si tu pouvais t'enfoncer sous son ombrage. Là, une cime de montagne, ah si de là tu pouvais embrasser la vaste étendue. Cette chaîne de collines et ces paisibles vallons, oh que ne puis-je m'y égarer. Si j'y volais et je revenais sans avoir trouvé ce que je cherchais. Il en est du lointain comme de l'avenir. Un horizon immense, mystérieux repose devant notre âme. Le sentiment s'y plonge comme notre œil, et nous aspirons à donner toute notre existence pour nous remplir avec délice d'un seul sentiment grand et majestueux. Nous courons, nous volons, mais hélas, quand nous y sommes, quand le lointain est devenu proche, rien n'est changé, et nous nous retrouvons avec notre misère, avec nos étroites limites, et de nouveau notre âme soupire après le bonheur qui vient de lui échapper. Ainsi, le plus turbulent vagabond soupire à la fin, après sa patrie, et trouve dans sa cabane, auprès de sa femme, dans le cercle de ses enfants, dans les soins qu'il se donne pour leur nourriture, les délices qu'il cherchait vainement dans le vaste monde. Lorsque le matin, dès le lever du soleil, je me rends à mon cher Valheim, que je cueille moi-même mes petits pois dans le jardin de mon hôtesse, que je m'assieds pour les écosser en lisant mon Homère, que je choisis un pot dans la petite cuisine, que je coupe du beurre, mets mes pois au feu, les couvre, et m'assieds auprès pour les remuer de temps en temps, alors je sens vivement comme les fiers amants de Pénélope pouvaient tuer eux-mêmes, dépecer et faire rôtir les bœufs et les pourceaux. Il n'y a rien qui me remplisse d'un sentiment doux et vrai, comme ces traits de la vie patriarcale dont je puisse sans affection, grâce à Dieu, entrelacer ma vie. Que je suis heureux d'avoir un cœur fait pour sentir la joie innocente et simple de l'homme qui met sur sa table le chou qu'il a lui-même élevé. Il ne jouit pas seulement du chou, mais il se représente à la fois la belle matinée où il le planta, les délicieuses soirées où il l'arrosa, et retrouve en un instant le plaisir qu'il éprouvait chaque jour lorsqu'il en suivait la croissance.